Ok, donc notre sujet du jour, c'est aujourd'hui le cross-selling et l'upselling. Comment est-ce qu'on s'en sert pour développer les ventes? Ça va être la thématique sur laquelle on va travailler ensemble aujourd'hui. Voilà, donc c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir traiter de ce sujet. En attendant, Théo, je crois que tu nous prévois un petit time. Exactement. Je vous publie, vous voyez à l'écran au-dessus de votre barre de chat, un sondage pour savoir quelle est votre fonction, pour qu'on puisse faire plus ample connaissance et qu'on puisse aussi orienter les échanges lors du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage qui apparaît dans votre écran au niveau de votre barre de chat. Actuellement, on a 66% de commerciaux, hein, c'est en train de bouger, 50%. Ok, donc voilà, les fonctions en tête, disons, c'est président, directeur général, directeur commercial également, et puis commercial. On a aussi 10%, 15% de manager. Pas de consultants parmi nous aujourd'hui. Ok, donc voilà, les sondages et les réponses continuent d'évoluer, mais on a une majorité, disons, de fonctions commerciales, que ça soit commercial directement, directeur commercial, 15% également de directeur général, président, des fonctions managériales également. Écoutez, je vais arrêter les résultats, mais ok, donc très intéressant. Donc, on est, Ouais, super. Donc, globalement, on voit beaucoup effectivement de personnes parmi vous qui sont sur des fonctions opérationnelles et des fonctions de prise de décision en matière marketing et commerciale, enfin surtout commerciale d'après ce que je vois. C'est super, c'est très très bien orienté pour qu'on fasse un super voyage ensemble. Donc, notre sujet aujourd'hui, ça va concerner le cross-selling et l'upselling en deux phases. D'abord, Kezako, de quoi on parle, se remettre au clair sur les idées, le contenu qu'on met derrière, et puis ensuite s'intéresser aux trois clés qui vont permettre de mettre ça en œuvre avec le maximum d'efficacité possible dans les approches marketing et commerciales. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est justement, pour vous, l'upselling et le cross-selling, comment le définissez-vous ? Alors, je vous laisse utiliser le chat pour nous proposer vos réponses. N'hésitez pas voilà, même si à nous livrer vos idées. Oui. Quelques éléments de réponse, voilà, n'hésitez pas dans la barre de chat à vous faire part de toutes vos idées. Donc, voilà, tant pour le upselling que pour le cross-selling. Il peut y avoir un petit temps, c'est normal. Hein. Toujours un petit délai entre avec vos temps de réponse. Donc, voilà, les premières réponses commencent à apparaître. Donc, Mélissa qui nous dit augmenter la valeur des contrats, d'accord. Grégory, vente multicanaux, mail, SMS. Okay. Et ça, Grégory, ce serait pour upselling, cross-selling ou les deux? Dominique parle d'une montée en gamme. Et vente de compléments non engageants. Ok. Thierry parle de vendre plus aux mêmes clients. Intéressant. Échange entre les BU. D'accord. Mélissa nous dit cross-selling, vendre de nouvelles fonctionnalités. Ok. Jean-François nous dit cross-selling, multiplier les contacts chez un client, prospection au sein d'un compte clé. D'accord, intéressant. Boris, technique de vente, oui. C'est lié, tout à fait, Boris. Grégory, cross-selling. Ah, ok, d'accord. C'est la réponse à ma question de tout à l'heure. Merci. Upselling, Jean-François nous dit proposer toujours plus de VA et de services à un même client. Ok. Harmonie nous dit vente additionnelle logicielle ou prestation. Ok, génial. Djibril, cross-sell, vente supplémentaire. Ok. Ah, ok. Dominique, dans tous les cas, c'est augmenter le CA par le montant moyen, par transaction ou panier moyen. Oui, intéressant. Ouais, génial. Est-ce que vous avez encore d'autres idées à nous proposer ? A priori, on a fait le tour. On a fait le tour. Ah, Djibril nous dit upsell, changer de gamme. Ok, super.
Je vois qu'on a déjà affaire à une population de gens qui sont bien acculturés sur le sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'entende sur... ouais, merci Djibril, montée en gamme pour le upsell. Ouais. C'est qu'on s'entende sur une définition qu'on pourra partager et qui nous servira de base. Le upselling, effectivement, en résumé, ça consiste à faire en sorte de monter en gamme par rapport à ce que le client envisageait au départ. Un exemple, celui que vous avez sous les yeux. Tiens, j'avais envisagé d'acheter un smartphone. Rapidement, je me suis orienté vers un modèle qui me paraissait simple, mais finalement, en discutant avec le commercial, avec le vendeur, je me suis rendu compte que il y avait un intérêt à acheter un modèle plus élaboré, et donc j'achète un modèle d'une gamme supérieure, et donc d'une valeur supérieure. Ça, c'est bien l'upselling. L'upselling peut consister aussi à multiplier l'achat, c'est-à-dire j'avais envisagé un achat pour moi-même, mais finalement, je peux acheter pour plusieurs personnes en même temps. Ça constitue aussi de l'upselling, c'est l'augmentation du panier sur la même valeur d'origine. Mais les deux fonctionnent en upselling, c'est bien tout à fait le sens qu'il faut donner à ça. Et le cross-selling, le cross-selling, c'est l'idée de la vente additionnelle, comme vous l'avez sous les yeux, c'est-à-dire au départ, je pensais m'orienter vers un smartphone, et puis en discutant, je me suis rendu compte qu'il serait intéressant pour moi d'associer à mon achat de smartphone un casque, parce que ça répond à mon besoin et à la manière dont je vais utiliser mon produit. C'est la même logique qu'on peut retrouver sur un achat de service. Et dans tous les cas, la vente additionnelle consiste effectivement à associer une offre différente de l'offre initialement envisagée, qu'on parle de produit ou qu'on parle de service. D'accord ? Une dernière chose pour finir de se fixer les idées sur upselling et cross-selling, il est bien évident que ce qu'on vient de partager ne doit pas nécessairement se conclure au moment de la première discussion sur le besoin d'origine. On peut très bien déclencher un upselling ou un cross-selling dans un second temps parce que la discussion s'est faite en plusieurs temps ou parce que, par exemple, dans une vente plus complexe, on a rencontré d'autres interlocuteurs et qu'on a créé les conditions nécessaires pour qu'un cross-selling, par exemple, se déclenche parce que le besoin, finalement, est plus élaboré que celui qui avait été décrit au départ. OK ? Donc, si c'est clair pour tout le monde, j'aimerais vous proposer un petit sondage. Parce qu'on dit, dans les deux cas, augmenter le chiffre d'affaires, ouais, très bien, mais selon vous, de l'upselling et du cross-selling, lequel est le plus intéressant ? Donc là aussi, je vous laisse utiliser l'outil que Théo vous a mis à votre disposition. Exactement, qui apparaît donc dans notre barre de chat. Donc, on a une... Pour l'instant, on a un franc 100% dans le cross-selling, c'est génial. La réponse est claire. Ok, donc voilà, là, ça commence à nuancer. Ça bouge. Alors, on a quelques partisans de l'upselling qui se manifestent. Donc actuellement, on est sur 75% de cross-selling. Ça continue d'évoluer. L'upselling à 16% commence à quelque peu à monter, 21% maintenant. L'upselling remonte, il y a une vraie compétition. Qui va gagner ? Mais qui va gagner ? Okay, bon, là, on dirait que ça se stabilise. Ouais, ça se stabilise. Écoutez, je vais arrêter les sondages. On a la tendance globale avec une majorité de réponses pour le cross-selling à 57%. Et puis des réponses plus ou moins similaires, 19% pour l'upselling et 23% pour ça dépend, suivant les contextes. Et justement, Dominique rajoutait que pour lui, c'était aussi les deux à faire de manière simultanée. Ouais, très intéressant. En fait, en synthèse, globalement, ceux qui ont répondu cross-selling sont plutôt dans la réalité de ce que montrent les études, pour une raison très simple, c'est que le cross-selling, étant donné qu'il déclenche une vente supplémentaire, correspond le plus souvent, statistiquement, à une valeur de vente plus élevée que ce qu'apporte le upselling.
Maintenant, ceux qui ont répondu ça dépend ne sont pas dans le faux, parce que évidemment, on peut très bien, suivant la manière dont la discussion évolue, se retrouver à bénéficier d'un upselling extrêmement intéressant sans aucune opportunité de cross-selling. Et dans ce cas-là, évidemment qu'il n'y a pas de compétition entre upselling et cross-selling. C'est l'opportunité qui décide, on va dire. Donc, à partir de ce moment-là, le upselling est surtout pas à dévaloriser et c'est bien évident. Maintenant, pour éclairer encore un peu plus votre lanterne sur le sujet, une étude je vais vous redire ça dans l'instant, de Marketing Metrics de 2022, mettait en évidence quelque chose qui est extrêmement important à partager dans les équipes commerciales et que les managers ne perdent jamais de vue dans leur animation, c'est que 60 à 70% d'une probabilité d'achat, qu'on parle de cross-selling ou d'upselling, mais encore, comme je disais, plus souvent de cross-selling, se manifeste chez les clients existants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose dont il faut se préoccuper, c'est d'avoir une visibilité très claire du potentiel des clients existants et donc d'être capable de focaliser l'énergie commerciale et la détection d'opportunités d'abord chez les clients à fort potentiel et de ne pas focaliser uniquement la recherche d'upselling ou de cross-selling dans la manière de traiter les opportunités en conquête, donc avec de nouveaux clients. Et là aussi, les études sont claires. La probabilité qu'un traitement d'opportunité chez un nouveau client produise de l'upselling ou du cross-selling n'est que de 5 à 20%. Donc, ça veut bien dire que c'est une source, évidemment, et qu'il ne faut surtout pas la minorer. Mais en termes de priorité d'allocation d'efforts, en termes de priorité d'énergie à dépenser par les équipes commerciales, eh bien, plus on va s'occuper du potentiel des clients existants, plus on va maximiser les probabilités de déclencher de l'upselling et du cross-selling et donc de maximiser le chiffre d'affaires. Ok, une petite information complémentaire aussi qui sort d'une étude de Forrester de l'année dernière qui dit que 10 à 30% du chiffre d'affaires du commerce électronique est réalisé grâce aux suggestions de produits supplémentaires, ce qui veut dire que ça porte un éclairage aussi sur la capacité de valoriser une offre combinée en ligne sans nécessaire intervention humaine dans une discussion. Donc, à ne pas sous-estimer non plus, suivant les secteurs d'activité dans lesquels vous agissez, ça peut évidemment déclencher, ne serait-ce que des prises de conscience ou des manifestations d'intérêt, par le fait même qu'on dit ah bah tiens, vous avez acheté un système de clôture, est-ce que vous avez pensé à un système de bordure, puisque si vous traitez un terrain, eh bien, vous êtes en train de le clore, très bien. Il y a peut-être des endroits où il y a des massifs ou des chemins. Eh ben, les bordures, c'est intéressant aussi. Est-ce que vous y avez pensé? C'est le genre de logique qui peuvent déclencher un intérêt, pas forcément nécessairement tout de suite un achat, mais si ça déclenche un lead, ben, c'est tout gagné puisqu'on a obtenu l'opportunité d'enclencher une discussion et de la pousser un cran plus loin. Ok. Sur ce sujet-là, je crois qu'on a posé les éléments de cadrage qui sont essentiels pour bien comprendre de quoi on parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre de chat à nous les faire parvenir. Est-ce qu'il y a des choses, oui, sur lesquelles vous aimeriez des précisions ou un éclairage complémentaire? Dominique ajoutait notamment aussi que vendre plus à des clients existants, c'était 7 à 10 fois moins coûteux que de faire de l'acquisition client. Excellente remarque, c'est tout à fait vrai, puisque le coût d'acquisition vient s'ajouter au coût de l'effort commercial, qui est bien normal. Et forcément, si on exploite le potentiel des clients existants, ben forcément, la rentabilité de l'effort investi sera bien meilleure. Merci Dominique, tout à fait. Oui, Mélicia, il y aura un replay du webinaire et il vous sera envoyé par mail en fin de journée. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous aimeriez qu'on précise, qu'on éclaire? Ok. Avec plaisir, Mélissa. Avec plaisir, Mélissa, oui.
Très bien. Eh bien, écoutez, si tout est clair pour vous, je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie. Maintenant qu'on a dit tout ça, la question c'est comment faire. Et on va passer en revue ensemble 3 clés. Et pour identifier ces 3 clés, ce que je vous propose, c'est d'écouter un court extrait vidéo que Théo va se faire un plaisir de nous diffuser. Et puis ensuite, on débriefera ensemble de ce que ça vous inspire. Exactement. Donc, je vais diffuser la vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans la barre de chat si vous avez des soucis au niveau du son. Donc voilà, je lance la vidéo tout de suite. Si vous voulez bien, je vais vous poser un certain nombre de questions dans un premier temps sur votre entreprise. Ça vous convient? D'accord, je vous écoute. Donc, votre entreprise vend des produits bio par correspondance, c'est bien ça? Et d'après mes informations, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros l'année dernière. Oui, tout à fait. Ok. Donc à ce jour, je suppose que si vous faites appel à nous pour acheter des PC, c'est que vous disposez déjà d'un parc informatique qui est plutôt obsolète. De combien de postes se compose-t-il ce parc? Environ une trentaine et on envisage de doubler le parc d'ici 4 ans à peu près. D'accord, c'est intéressant. Et de combien, enfin de quelles principales caractéristiques se compose votre parc? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Alors, on a besoin de 22 PC standards, puisqu'il s'agit de postes destinés à notre plateau de vente par correspondance. D'accord. Voilà. Par contre, pour les 5 à 10 postes complémentaires, les capacités doivent être plus élevées, compte tenu du poids des applications installées et des usages intensifs qu'en font nos directeurs. D'accord. Ok, donc je comprends. Est-ce que vous avez défini un cahier des charges plus précis peut-être? Non, pas vraiment. Vous savez, c'est pas vraiment notre partie l'informatique. Voilà. Ce court extrait vidéo pour vous inspirer sur une petite question sur laquelle je sollicite vos idées. Selon vous, qu'est-ce qui serait favorable à un upselling ou à un cross-selling dans cet extrait et pourquoi? Donc là aussi, on vous laisse utiliser la barre de chat pour nous proposer vos idées. Donc voilà, donc, dans cette situation, Le client me rappelle vaguement quelqu'un. Oui, Jean-François. un très beau jeu d'acteurs que vous pouvez notifier. Donc, Dominique parle Un qui... pitch. Voilà, pitch. Sinon, Ah, Dominique. Stéphane complète en disant qu'il faudrait lui offrir de faire un cahier des charges gratuitement. Ok, lui offrir. D'accord, ok. Jean-François, upselling, ouais. Est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison tu penses à ça? Clavier, En base, clavier, écran, 1 ou 2 ou 3. D'accord. Leasing. D'accord. Ce qui serait super, c'est qu'à chaque fois que vous proposez une idée, vous nous disiez si vous la mettez plutôt en upselling ou en cross-selling. Histoire de corser un peu l'exercice. Alors, Dominique, pas de produit plus service extension, service de maintenance, extension garantie, très clair, ok. Nicolas, proposer un tarif préférentiel pour le doublement du parc envisagé. D'accord. Jean-François complétait aussi avec plusieurs vagues d'achats en Plusieurs vagues perspective. d'achats en perspective, oui, tout à fait. La souris, c'est du cross, oui. C'est juste, Dominique, tout à fait. Le deuxième écran, c'est de l'upselling. Non. Le deuxième écran, on va plutôt le classer en cross-selling, puisque en fait, si on dit qu'il achète des PC portables, comme c'est évoqué dans l'extrait, l'écran supplémentaire va être donc une vente additionnelle d'un produit différent. Harmonie, pas de cahier des charges, donc on peut imaginer du cross-selling avec un bon nombre de produits complémentaires et prestations d'implémentation. Très bien vu, Harmonie, tout à fait. Jean-François, opportunité de proposer en cross-selling des services comme le financement, le suivi, l'aide à la prise en main, absolument. Djibril, lui proposer des antivirus cross-sell garantis sur les PC, tout à fait juste. Dominique, la formation aussi pour naviguer en Zoom avec 2-3 écrans si vendu avec. Ouais, tout à fait.
Ah, je vois que ça vous inspire tout ça. Hein. Il y a vraiment, ça déclenche des réflexes. C'est excellent. Harmonie. On peut développer l'upselling avec du leasing en parallèle d'outils non mentionnés dans les besoins initiaux. Tout à fait. Tout à fait. Alors, et là, du coup, Harmonie, par rapport à votre marque, on va potentiellement ouvrir les deux pistes. C'est-à-dire, on va probablement ouvrir de l'up et du cross. Panel de commerciaux, probablement. Dominique, tu penses à quoi? Jean-François nous dit upselling en proposant des produits ou smartphones en complément des PC. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, super. L'auditoire. Ok, Dominique. Panel de commerciaux, d'accord. Ok, d'accord. Et Thierry dit upselling avec des PC haut de gamme pour tout le monde en justifiant que la garantie sera plus importante. Voilà, là on est typiquement dans le fait de rechercher la montée en gamme. C'est exactement l'application possible qu'évoque l'extrait. C'est tout à fait possible d'essayer de creuser dans cette direction. Ah, tout à fait. Super Thierry, merci beaucoup. Ok. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est que on avance d'un pas sur la synthèse de ce que vous avez proposé, parce qu'en fait, on voit qu'on retrouve dans vos réponses les approches clés sur lesquelles il faut aller. Et en synthèse, ce qu'on vous partage, c'est trois clés. Trois clés qui sont essentielles pour pouvoir déclencher du cross, du up ou les deux. Et ces trois clés, on peut les résumer d'emblée comme ceci, c'est-à-dire d'abord commencer par challenger les échanges, ce qui est plus ou moins sous-entendu dans les propositions que vous avez faites, puisqu'on voit bien que vous favorisez le fait d'aller plus loin que ce que le client potentiel n'a manifesté au départ, et ça, on va y revenir. La deuxième, c'est challenger les échanges, c'est bien, mais pour arriver à avancer vers une conclusion positive avec les meilleures chances de succès, la deuxième clé, c'est donner envie. Et puis, la troisième clé, c'est une condition nécessaire pour un commercial, pour pouvoir traiter la variété des gens auxquels il a affaire, c'est de pouvoir mettre en œuvre les deux premières clés en s'adaptant au profil de son interlocuteur. Et ce que je vous propose, c'est qu'on balaye ces trois clés les unes après les autres. Donc, on va commencer par la première. Il s'agit de challenger les échanges. Et de challenger les échanges, c'est véritablement l'idée de rendre le client acteur, donc de passer d'une approche push à une approche pull, en approfondissant la collecte d'informations, c'est-à-dire faire en sorte que l'interlocuteur se pose des questions grâce à celles qu'on va lui poser nous-mêmes et qu'il aille un petit peu plus loin dans sa réflexion que ce qu'il avait présent à l'esprit aux premiers instants et aux premières réponses qu'il nous a fournies. De manière à pouvoir ensuite déstabiliser un petit peu la vision qu'il pouvait avoir, déstabiliser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'ouvrir, la challenger pour que on opère une prise de conscience que, au-delà de ce qu'il a exprimé, donc au-delà du besoin explicite, il peut y avoir des choses qui émergent et qui seront de l'ordre de l'implicite au départ. Par exemple, prendre un exemple simple, je suis en train de m'intéresser au fait de réserver une croisière pour mes prochaines vacances. Et je regarde les catalogues et je vais choisir en fonction de la destination. Et puis, je choisis une destination préférentielle et je vais plus loin, je me renseigne en ligne ou en agence. Voilà. Et là, le besoin explicite, c'est je veux faire une croisière sur le Nil. Très bien, super. Et ce que je veux, c'est savoir quelles sont les périodes disponibles, quel est le prix de la croisière. Et peut-être éventuellement, est-ce qu'il y a des options, une durée plus longue, plus courte, des forfaits, des choses comme ça. Ça, c'est le besoin explicite au départ. Je suis le client moyen qui s'intéresse à l'achat d'un voyage.
Et puis, si le commercial fait correctement son travail, il va me dire, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette destination? Et finalement, le type de bateau, vous avez une préférence parce qu'on en a plusieurs. Et puis, d'accord, on va plus loin. Et puis, pendant la croisière, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Découvrir ce qu'on va nous montrer, etc. Oui, très bien. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des excursions possibles? Ah non, je n'avais pas fait attention. Est-ce que vous savez que sur le bateau, il y a des animations? C'est génial, j'avais vu ça vite fait, mais j'ai pas creusé. Oui, tout à fait. Et puis, on déclenche en fait une réflexion qui va m'amener à me dire, tiens, finalement, ma croisière, je pourrais l'envisager de manière plus complète, plus intéressante, plus attrayante que ce que j'avais pensé au départ. C'est ça, challenger les échanges. C'est ça, déstabiliser l'approche du départ et favoriser le fait qu'on se pose de nouvelles questions et qu'on envisage de nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et si on est dans des univers qui sont encore un peu plus complexes, un peu plus élaborés, l'idée qui est derrière le fait de challenger les échanges, c'est que plus on sait ce qui se passe et en quoi ça peut être sensible ou pas pour le client potentiel, plus on va être efficace dans la manière de détecter si on va aller plutôt sur un upselling, c'est-à-dire que finalement, mes excursions, mes animations pendant la croisière, j'ai pas forcément envie de m'y intéresser à l'achat, je verrai pendant le séjour. Par contre, oui, c'est intéressant si il y avait par exemple une offre promotionnelle pour faire 12 jours au lieu de 7 au départ, et bien là, on a une piste d'upselling qu'on pourrait tout à fait transformer si on pose des questions sur combien de temps vous prévoyez pour votre croisière et est-ce que vous avez déjà envisagé une durée, est-ce que vous avez la possibilité d'allonger parce qu'on a une offre promotionnelle particulière en ce moment. Donc, on voit bien que l'upselling et le cross-selling ne sont pas prédéterminés dès le départ. C'est le fait de challenger les échanges qui va permettre de savoir vers quoi orienter la bonne réponse, mais seulement après avoir provoqué cette prise de conscience, cette réflexion, et avoir obtenu les réponses qui vont nous permettre de dire « très bien, je vais plutôt du coup apporter des réponses de telle façon ou de telle autre, donc plutôt sur un upselling ou plutôt sur un cross-selling ». À ce stade, est-ce que ça vous semble clair ou est-ce que vous auriez besoin de précision? Là aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vois qu'entre-temps, Dominique avait continué à répondre sur l'upselling et le cross-selling de l'exemple d'avant. Dominique, il me dit que c'est OK, génial. De toute manière, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à la poser dans le chat et on pourra la traiter ultérieurement. Au fil de l'eau, très bien. Alors, du coup, pour passer d'une approche push à une approche pull et challenger les échanges, comme on vient de l'évoquer ensemble, je vais vous apporter une arme décisive, un outil privilégié qui devrait être dans la boîte à outils de tout commercial et qui devrait être capable d'utiliser de manière très fluide, très spontanée, à tout moment opportun. C'est le spin selling. Le spin selling qui est une méthode qui a été mise au point par Neil Rackham sur la fin des années 70, début des années 80, qui était un chercheur en psychologie et qui a particulièrement étudié cette question des ventes, et des méthodes de vente et du processus de vente, et qui met en évidence le fait que dans la conduite de l'échange et dans la manière de challenger, justement, on peut suivre une succession de types de questions, dont les premières sont orientées sur des questions de situation. Quel est votre contexte, quelle est votre situation aujourd'hui, comment ça fonctionne sur tel aspect. Donc, commencer par une approche assez globale, en mode découverte, comme on pouvait le dire il y a encore pas si longtemps, mais surtout pour appréhender les zones dans lesquelles on pourra passer des questions du S situation vers le P problème, c'est-à-dire quelles sont les zones
dans l'environnement, l'univers, la manière de travailler et de fonctionner de notre client qui peuvent être porteurs de problèmes. Et là, on va creuser par des questions qui vont permettre d'appréhender beaucoup plus la nature de ces problèmes. De quoi s'agit-il? S'agit-il de difficultés? S'agit-il plutôt de quelque chose qu'il faudrait réussir, mais dont les conditions de réussite ne sont pas forcément claires au départ? S'agit-il de quelque chose qui gêne, qui freine l'efficacité, ou s'agit-il de quelque chose qui ne fonctionne pas? S'agit-il de quelque chose qui manque? Voilà. Donc, les questions de problèmes vont permettre d'identifier une matière première essentielle. Et souvent, ce qu'on constate chez les commerciaux qui débutent dans leur approche ou qui n'envisagent pas qu'il puisse y avoir un questionnement plus approfondi, on considère que quand on a identifié les problèmes, on peut prendre la parole immédiatement derrière pour apporter les solutions en face. Dans un objectif de cross-selling ou d'upselling, ça va être nécessaire, mais absolument pas suffisant. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin sur les questions d'impact ou de conséquences. Autrement dit, on a des difficultés, on a des facteurs de réussite qui sont pas forcément complètement maîtrisés. Très bien, quelles conséquences ça peut avoir pour nos interlocuteurs? Quels impacts ça peut générer sur l'atteinte de leurs objectifs, sur des questions de temps, sur des questions de fonctionnement d'équipe ou d'efficacité, sur des questions peut-être même de tension ou sur des questions de productivité ou de rentabilité, etc., etc. Et c'est en touchant ces questions d'impact qui nécessitent effectivement d'approfondir encore cette clé de challenge de l'échange, qu'on va pouvoir faire émerger une sensibilité particulière de notre interlocuteur sur mais finalement, c'est vrai que ces difficultés, elles sont pas neutres. C'est pas comme un petit grain de sable dans la chaussure pendant que je marche et avec lequel finalement je vais composer, c'est pas très grave. On commence à se rendre compte que c'est finalement quelque chose qui peut générer véritablement un obstacle à l'atteinte des objectifs. Et donc là, ça va nous permettre, par cette succession de questions et de challenges, de générer les questions finales qui sont sur le need for payoff. En français, on dirait le désir de solution. C'est-à-dire, puisqu'il y a un impact sur ces problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y apporter une solution? Et donc, déclencher l'intérêt sur ces pistes qui sont beaucoup plus orientées, soit vers un upselling, c'est-à-dire que finalement, par rapport à ce qu'on avait envisagé au départ, il faut peut-être monter en gamme et avoir une solution plus complète, ou plus élaborée, ou plus multiple, ou bien aller vers un cross-selling et avoir une offre en complément de ce à quoi on avait pensé au départ. Je vais prendre un exemple pour illustrer le propos. C'est le cas d'un client qu'on connaît bien, mais qui appartient à une catégorie d'entreprises qu'on appelle les ESN. C'est ces entreprises qui sont des prestataires de services en informatique. Et le cas classique, c'est que leurs commerciaux sont sollicités sur le fait de disposer d'un certain nombre de consultants. Prenons l'exemple d'une société qui aurait besoin rapidement de 2 consultants pour prendre en main des missions de développement des projets. La société, si elle traite le besoin explicite purement, va dire, écoutez, très bien, j'ai bien compris, vous en avez besoin pour quand? Le plus rapidement possible. S'il pouvait être là la semaine prochaine, ça serait génial. Et ils vont sélectionner des profils et spontanément proposer les profils qu'ils ont à disposition dans les consultants de leur équipe. Si on challenge le besoin de départ et qu'on rentre dans une approche spin, on va se rendre compte que finalement, ce besoin d'urgence, cette urgence plutôt du besoin de 2 consultants, d'où il vient? Quel est le problème finalement? Pourquoi c'est urgent? Et c'est là qu'on va se rendre compte que, en fait, c'est urgent parce que le projet ne se déroule pas aussi bien que prévu. Et c'est lié à quoi? C'est lié au fait que les délais sont devenus plus courts, c'est lié au fait que les consultants en place, puisqu'il y en a déjà, n'ont pas forcément la productivité ou la compétence attendue.
c'est lié éventuellement à d'autres phénomènes, et c'est là qu'on va pouvoir identifier que finalement, tiens, c'est peut-être pas 2 consultants qu'il faut envisager, c'est 2 tout de suite, mais 3 plus tard, parce que le projet est plus complexe que prévu. D'où le retard accumulé. Ah, d'accord. Et puis, si on creuse encore un petit peu plus loin, on s'aperçoit que finalement, la conduite de projet pour la personne avec laquelle on discute, c'est un sujet. Et que le retard, il s'est rendu compte lui-même tardivement que les délais n'étaient pas respectés, que le déroulement n'était pas celui attendu, etc. Et même sur la conduite de projet, on peut très bien faire émerger la nécessité d'être aidé, d'être accompagné. Et là, du coup, la proposition de notre ESN, elle va plus être simplement 2 consultants tout de suite, mais peut-être 2 plus 3 ou 2 plus 4 sur une période de temps donnée. Donc là, on est typiquement sur de l'upselling. Et puis, sur un cross-selling, où on dit, finalement, la conduite de projet, est-ce que ça vous intéresserait? Donc là, on est dans le N du spin, le need for payoff, le désir de solution. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on envisage de vous adjoindre un chef de projet délégué ou un assistant chef de projet qui pourrait assumer pour vous toute une partie du suivi de projet et améliorer l'efficacité, éviter de ne pas s'apercevoir suffisamment tôt que les choses ne vont pas aussi bien que prévu, etc., etc. C'est là typiquement une illustration de ce qu'on peut rencontrer comme configuration où le challenge de l'échange va permettre de faire émerger quelque chose qui est avant tout le fait de ne pas s'arrêter à la demande, au premier niveau de demande, mais dans l'intérêt de l'interlocuteur, et là j'insiste énormément, c'est d'abord dans l'intérêt de notre interlocuteur d'avoir une vision plus précise, plus complète, plus pertinente aussi de la réalité de la difficulté et donc de la réalité de la solution à apporter. Alors Caroline nous pose une question. Bonjour, comment faire passer la barrière car le projet est piloté par les achats qui eux-mêmes se heurtent à une direction hermétique à toute réflexion. J'ai appliqué tes pratiques que tu m'avais enseignées lors de tes formations, mais rien n'y fait que faire. Alors là, on aborde un deuxième sujet qui se combine avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est la question des configurations de vente complexe, sur lequel d'ailleurs je vous renvoie à un webinaire dont Théo parlera, qui sera animé par Fabien et qui va traiter de cette approche de vente complexe. Mais c'est typiquement ça, Caroline, la difficulté à laquelle tu es confrontée. C'est qu'il n'y a pas un interlocuteur unique ou un ou 2 interlocuteurs à convaincre. Il y a probablement d'autres freins à la prise de décision. Et là, le challenge de l'échange ne suffira pas avec un interlocuteur ou 2. Il faudra aller faire le même exercice avec plusieurs et encourager en fait la création des conditions nécessaires pour que l'adoption d'une solution puisse émerger. Ok. Ouais, donc je vous ai mis à l'écran le lien d'inscription pour le prochain webinaire qui parlera justement des ventes complexes et qui sera animé par Fabien mercredi 29 mars à 14h. Donc voilà, vous avez le lien si vous souhaitez vous y inscrire. Ok Caroline, ça répond à ta question? Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent sur le moment? N'hésitez pas, mettez-les dans le chat comme Caroline vient de le faire. J'y répondrai de mon mieux avec grand plaisir. Et donc, pour poursuivre sur le sujet de rendre son client projectif, je vous propose une pyramide pour illustrer la progression de ce qui se passe dans l'esprit de l'interlocuteur si on arrive à le rendre projectif. Au départ, avec le spin, on est probablement sur des réponses du style « à part ce que je viens de vous dire, tout va bien ». Mais si on approfondit correctement les questions de situation et qu'on arrive à aller identifier des zones où finalement le tout va bien n'est pas aussi solide qu'il n'y paraît en première approche, eh bien, on va identifier des éléments qui vont permettre de dire finalement, il y a des problèmes, il y a des difficultés supplémentaires, il y a des choses qui sont annexes ou connexes qui nécessitent de s'en préoccuper. Et là, on fait progresser l'état d'esprit du client vers le deuxième étage de la pyramide. Je vois mieux ce que je pourrais changer au-delà de ce que je pensais au départ.
Et ça, c'est les questions de problème qui permettent de passer de la situation de départ à ce niveau de pyramide. Et pour passer vraiment au niveau supérieur, on va utiliser les questions d'impact pour aider notre client à mûrir une décision de « oui, je vais changer quelque chose. Maintenant que je vois ce que je pourrais faire, eh bien, ok, je suis prêt à décider de changer. » Et donc, c'est là où on peut enchaîner sur les questions désir de solution qui vont amener au choix final, en fait, de la solution qui sera potentiellement retenue. Et là encore, ça peut être de l'upselling, ça peut être du cross-selling, ça peut être une combinaison des deux d'ailleurs. Ça arrive dans la configuration d'exemple que je vous citais il y a quelques secondes. J'espère que c'est toujours aussi clair pour vous. Et si c'est bien le cas, ce que je vous propose, c'est de me dire, sur ces bases-là, toujours dans le chat, qu'est-ce qui pourrait inciter un client qui en arrive là, justement, à passer à l'acte? Parce qu'il ne s'agit pas de prendre conscience seulement, il s'agit effectivement de se dire, ok, le désir de solution est là, qu'est-ce qui va décider notre interlocuteur à véritablement passer au choix final de la solution et à la décision d'achat? Ouais, n'hésitez pas à nous faire part de vos éléments de réponse et de vos remarques dans la barre de chat. Stéphane parle d'une offre irrésistible. Excellent. Excellent. C'est un élément. On peut peut-être creuser justement le côté irrésistible, Stéphane. Dominique, 3 solutions, ne faites rien, faites-le seul ou faisons-le ensemble. Le côté un petit peu provoquant, hein? Pourquoi pas? Harmonie, le calcul d'un ROI, intéressant. Intéressant, Jean-François, une démo chiffrée de l'amélioration procurée par la solution proposée. Ouais, Jean-François. Et pour aller vers quoi à la fin? Tu cherches à obtenir quoi en faisant ça, Jean-François? Bérénice nous dit la confiance dans la proposition. Ok. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que la confiance va suffire à déclencher l'acte? Ça, c'est une très bonne question. Christine, plusieurs choses. La confiance suscitée, la disponibilité du budget. Ouais, merci Christine. Avec un ROI, Dominique. Et oui, intéressant. Ou un risque. Oui. Un risque, Dominique, tu penses à quoi quand tu dis ça? Brass dit les bénéfices que le client va retirer de la solution proposée. Ouais, excellent. Jean-François, pour que le client comprenne ce qu'il gagne ROI ou arrête de perdre. Excellent. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci pour vos excellentes. Le risque de ne rien faire, Dominique. Ok, Claire. Ok, Claire. Très bien. Merci pour vos excellentes propositions. Ça va tout à fait dans le bon sens. Et ça nous amène à la deuxième clé. C'est effectivement essentiel de donner envie. Donner en fait la perspective d'une nouvelle valeur ajoutée accessible pour le client. C'est-à-dire, comme vous le disiez, c'est quoi le ROI? Qu'est-ce que j'arrête de perdre ou qu'est-ce que je gagne en plus si je vais vers cet upselling ou vers ce cross-selling? Effectivement, on est tous pareils de ce point de vue-là. Et on sait que 70% des prises de décision d'achat, et c'est vrai en B2B comme en B2C, 60 à 70% des décisions d'achat sont de nature émotionnelle. L'émotion ne se génère pas uniquement avec du calcul. Donc, le ROI est un facteur, c'est tout à fait juste, mais le ROI peut s'exprimer aussi autrement que par un calcul de rentabilité, un calcul de productivité. Ça peut être aussi un calcul de gain de temps, mais aussi d'image, un calcul de confort, un gain de sérénité, un gain de fluidité de communication dans une équipe. On peut tout imaginer, en fait. Le principal, c'est d'agir sur, j'allais dire, la capacité à faire saliver notre interlocuteur
sur le bénéfice qui est à portée de sa main. Donc, d'où l'image de l'aimant, c'est qu'est-ce qui est attractif. Si c'est suffisamment attractif, c'est pas juste le fait d'avoir conscience que je pourrais le faire, c'est le fait de dire, mais ce bénéfice, mais je le veux. Et il est à portée de ma main. Certes, il va falloir un effort supplémentaire, puisque on parle de upselling ou de cross-selling. Dans tous les cas, on parle d'un budget plus élevé. Donc, ceux qui ont parlé de budget ont forcément raison. Mais attention, le prix dépend d'une valeur perçue. Et cette valeur perçue, elle va augmenter si on a su ancrer dans l'esprit de notre interlocuteur quelque chose qui lui donne envie et quelque chose qui lui fait penser que ce bénéfice, ça a énormément de valeur et ça a au moins autant de valeur, j'insiste, au moins autant que le prix supplémentaire que ça lui coûte. Et c'est quand ce mécanisme s'active qu'on emporte la décision et qu'il va se passer quelque chose dans l'esprit de notre interlocuteur qui va dire « Ouais, ok, c'est très clair, vous avez raison, c'est ça qu'il me faut. » Alors, je vois des réactions. Dominique nous dit « Pognon, je fais plus de cash. » Oui, ok, tout à fait. C'est une motivation, c'est une envie tout à fait claire qui peut actionner la prise de décision de notre interlocuteur. Flemme, je gagne en productivité. Jalousie, mon voisin m'envie. Ok, tout à fait. Sexe ou libido pro, je brille aux yeux de mes collaborateurs et ils désirent travailler plus et plus longtemps. Ok, Dominique, je vois qu'il est très inspiré, c'est génial. Ou attractivité, si vous préférez, tout à fait clair. Tout à fait clair. J'ai pas vu. Julien nous avait proposé des choses aussi. Le rassurer dans son choix, accompagner, valider. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment les conditions qui sont juste avant dans la pyramide. Si je reviens sur notre pyramide de tout à l'heure, voilà, rassurer, c'est créer les conditions pour décider de changer. C'est OK. Mais passer à l'acte, c'est aller au dernier étage de la pyramide et même au-delà. Et c'est ça, en fait, que l'envie doit permettre, doit favoriser et déclencher. Donc, super. Jean-François, ma qualité et ma prod, arrête de se plaindre, par exemple. Tout à fait. Excellent exemple. Absolument. Taquin aussi. Comment, Dominique ? Et Djibril complétait aussi en disant que la proposition correspond aux besoins, notre proposition règle une problématique. Tout à fait. Mais là aussi, ce raisonnement est un raisonnement plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire plutôt logique. Ce que je suis en train de vous faire toucher du doigt, en tout cas je l'espère, c'est le fait que ce qu'on cherche en donnant envie, c'est d'activer le cerveau droit. C'est celui qui motive la perception, qui motive le désir par une perception, on va dire, très motrice, très forte. Djibril, Dominique, inspiré et taquin. D'accord. Ok. Super. Merci pour vos réactions. C'est génial. Je vois que ça fonctionne et que ça vous intéresse. C'est formidable. Je vous propose du coup, sur ces excellentes bases, d'avancer sur la troisième clé, qui consiste à s'adapter au profil de l'interlocuteur. Alors, avant qu'on parle, à proprement parler uniquement du modèle DISC, la troisième clé est à comprendre comme étant à combiner avec les deux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être très bon sur certains interlocuteurs pour dérouler la première et la deuxième clé, donc challenger les échanges et donner envie, et se retrouver confronté à une difficulté avec d'autres types d'interlocuteurs avec lesquels on a du mal. Je pense à ce que disait, je crois que c'était Caroline tout à l'heure, sur le fait de dire « Ah, bah tiens, aux achats, ça ne réagit pas de la même façon ». C'est un grand classique du genre, tout à fait, et c'est une réalité à laquelle tout acteur commercial a affaire au quotidien à partir du moment où il est en interaction directe avec des gens qui sont partie prenante à une décision. Et donc, le profil DISC, c'est un modèle qui a été développé par Marston et qui a pour principe de décrire le comportement des interlocuteurs selon la combinaison de 4 dominantes
qui ont chacune une manière d'influencer notre capacité à réagir en situation. La première dominante, la première composante, c'est le D de la dominance, c'est la couleur rouge qui est associée en fait à un comportement qui est très tourné vers le résultat, vers le fait d'agir sur l'environnement, vers le fait de chercher à passer à l'action le plus rapidement possible pour atteindre le résultat le plus rapidement possible. Le I, la couleur jaune, c'est la couleur qui nous incite à chercher à travailler sur le relationnel, à travailler sur l'interactivité avec les autres, toujours un peu comme le rouge, dans une préoccupation d'atteindre quelque chose dans l'action. Mais là où le rouge se préoccupe vraiment uniquement de l'atteinte d'un résultat, où le rouge nous amène à nous préoccuper de l'atteinte du résultat, le jaune nous incite à le faire en combinant les énergies. Le vert de la stabilité, c'est la couleur qui nous incite à chercher à construire des process qui sécurisent l'atteinte de ces objectifs, mais en ayant une optique plutôt collaborative des choses. Et puis, le bleu, c'est la couleur qui va nous inciter à respecter des process, à structurer des approches, à vérifier que les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est bien la couleur qui se préoccupe de la conformité et des process dans toute action ou dans toute décision à prendre. Il faut tout de suite préciser une chose, personne n'a qu'une seule composante dans son comportement. Personne. Tout le monde a les quatre dans des proportions variables et la combinaison des quatre dans ces proportions éminemment variables qui fait que chaque personne est unique, mais qu'à l'inverse, on a la capacité, pour pouvoir s'adapter, d'une part, de prendre conscience de chez nous, quelles sont les dominantes qui nous font agir la plupart du temps, quelles sont les choses qui sont le plus souvent reconnaissables dans notre façon de traiter une situation, par exemple une situation d'échange. Est-ce qu'on va être plutôt influencé par la dominante rouge, c'est-à-dire que dans notre échange, on va très vite chercher à isoler le besoin explicite dont on parlait tout à l'heure, et donc à chercher à y apporter une réponse la plus rapide et la plus pertinente possible, donc le résultat, mais du coup, avoir plus de mal à challenger l'échange et à approfondir, à être patient pour approfondir, ça pourrait être une dominante reconnaissable. Ou bien est-ce qu'on a aussi une tendance à apprécier la relation avec l'autre et avec les autres, et donc du coup, au lieu de challenger, plutôt être en mode discussion, mais du coup perdre de vue peut-être l'efficacité du temps passé à discuter avec les autres. Et du coup, on est en mode action, on crée du réseau, on crée de la mise en relation avec d'autres, mais finalement, est-ce qu'on challenge suffisamment et est-ce qu'on a suffisamment la préoccupation de concrétiser ça par une opportunité, une offre et une conclusion? Voilà. Est-ce qu'on a une dominante verte très forte qui nous incite à dire je vais travailler en équipe, je vais faire en sorte que mon boss rencontre le boss de mon client, que moi je rencontre mon interlocuteur privilégié, que l'administration des ventes en rencontre d'autres, en discute avec d'autres, et finalement avoir une optique collaborative? Oui, mais où est la recherche d'efficacité dans tout ça? Est-ce que quelque part on consomme le temps qui est vraiment le temps efficace, ou est-ce qu'il faudrait revisiter ça avec un petit peu plus de rouge et un petit peu plus de jaune? Et puis, même chose avec la dominante bleue. Est-ce que nous avons tendance à dire très bien, j'ai un process de vente qui a été décrit par mon entreprise, je dois commencer par ça, continuer par ça et terminer par le closing. Ma foi, il se passe quelque chose d'imprévu. Comment est-ce que je traite ça? Est-ce que j'ai tendance à dire il faut que ça rentre dans les cases? Donc, peu importe le challenge de l'échange, peu importe le fait de donner envie, je vais essayer de faire rentrer quelque chose absolument dans un process préétabli. Ou bien, merci Dominique et au plaisir de se revoir.
Ou bien est-ce que justement, ayant conscience que je suis très préoccupé de la succession des étapes à franchir, je vais en profiter pour activer une ou l'autre des autres dominantes pour compenser le fait que cet imprévu nécessite peut-être un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de jaune ou un petit peu plus de vert, suivant la nature de la difficulté à surmonter. Et ça, c'est valable pour vous. Et donc, c'est valable aussi en décodage de ce qui se passe chez vos interlocuteurs. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on est capable d'identifier? Est-ce que eux manifestent plus de jaune, plus de rouge, plus de vert, plus de bleu, au sens où on vient de le partager? Et parce que vous allez faire l'effort de vous mettre en situation, d'une part, de mieux vous connaître et de mieux identifier quel est le comportement de vos différents interlocuteurs, alors vous aurez la capacité de mieux vous adapter, de fournir l'effort de vous adapter, parce que c'est réel, il faut se le dire. Il y a des profils de comportement qui sont très naturellement compatibles avec le nôtre, et d'autres qui le sont un peu moins, sauf que quand on est commercial, on a le devoir de s'adapter, on n'a pas le choix de ne travailler qu'avec les gens avec qui ça fonctionne bien. Donc, oui, Bérénice, tout à fait. Il faut d'abord se connaître, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, cet outil vous permet de mieux identifier comment se connaître soi-même, et ensuite, comment mieux identifier ce qui se passe chez l'autre. Et voilà une petite grille qui resynthétise ce que je viens de vous expliquer. Donc, sur la dominante rouge, va droit au but et passe en force, énergie et décision, tombe et se relève, donc quelqu'un qui est très tourné vers l'action. Le jaune, pour faire jouer un réseau de relations, l'optimisme, la confiance, tourner vers l'action, mais plus par la qualité de la relation. Le vert, systématique, méthodique, persévérance, amélioration continue, écoute et rassure, tout à fait, par la dominante collective. Et puis, le bleu, les stratégies, les plans d'action, des objectifs sans état d'âme, des procédures, une discipline sur les process. Voilà pour vous donner la vision de ces trois clés. En synthèse, si on se les résume, pour réussir de l'upselling et du cross-selling, activer trois clés, challenger les échanges, donc opérer la prise de conscience des besoins qui sont encore implicites dans l'esprit de l'interlocuteur, donner envie, projeter sur une nouvelle valeur ajoutée qui est accessible et que l'autre aura envie d'avoir, et pour faire ça, s'adapter au profil de l'interlocuteur pour pouvoir le mieux possible déclencher ces mécanismes. J'espère que ce webinaire vous aura passionné. Vu vos réactions, j'ai le sentiment que ça a été le cas pour la plupart d'entre vous. Ça me fait très plaisir. Merci pour votre participation. Et puis, si vous souhaitez du coup aller un peu plus loin sur ces sujets, et voilà, pouvoir échanger avec nous sur les notions abordées, ça a relevé chez vous dans votre quotidien des problématiques, on vous propose une session d'échange donc qui est réservée aux 5 premiers inscrits dans un souci de productivité et de temps. Mais voilà, on vous propose une session avec Jean-Claude pour pouvoir développer un peu plus concrètement les enjeux développés lors du webinaire.